Dans l'est de l'Europe, les fêtes de fin d'études se passent au milieu des ruines. Quant aux personnes qui s'habillent comme bon leur semble, elles n'ont pas voix au chapitre et on préfère faire comme si elles n'existaient pas. Aujourd'hui, Tracks East donne la parole à la jeune génération. À cause d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie, les jeunes sont face à un dilemme. Prendre la fuite ou partir se battre contre ceux qui font de la discrimination un argument électoral. Dans l'ancien bloc soviétique, les lignes bougent, justement grâce aux jeunes. Quels sont les moyens d'action de cette génération éprise de liberté et qui rêve d'un avenir sans domination russe? Pour le savoir, Tracks East a cherché des réponses auprès de la nouvelle scène pop d'Europe de l'Est. Lors de leur tournée intitulée Save Ukraine, les superstars ukrainiennes de Poshlaya Molieu étaient de passage à Berlin. Des centaines de jeunes fans ont répondu présents, même si, en cette période difficile, l'esprit n'est pas vraiment à la fête. Je m'appelle Masha, je viens de Kiev. On vient de Russie, on a 18 ans. On vient tous de Donetsk. On est des enfants du Donbass. Moi, je viens de Lituanie. Je viens de Minsk, au Bélarus. Je viens de Ryazan, en Russie. Je viens d'un quartier situé au nord de Kharkiv. Un endroit où, depuis le 13 juin 2022, il ne reste plus rien. On est contre la guerre. On veut la paix. Aujourd'hui, ma famille est dispersée un peu partout. Mon frère a failli mourir. Il est dans un hôpital militaire. Il a été grièvement blessé. J'adore Kirill Bledny. Il vient de Kharkiv. Sa musique, je l'écoutais quand j'ai eu 18 ans. C'était ma première cuite. La nostalgie de l'adolescence. Il y a un côté assez triste d'écouter ce groupe alors qu'on est en pleine guerre. Nos deux peuples ont une langue et une éducation commune. Alors c'est vraiment déchirant de constater à quel point cette guerre nous divise. On ne peut plus exister. On ne peut plus fonctionner normalement. Et on commence à apprendre à vivre avec ça. Comment faire pour exister et fonctionner normalement? Cette question, de nombreux jeunes artistes ukrainiens se la posent. Car désormais, on ne considère plus leur création qu'à travers le prisme de la guerre. Certains ont même dû abandonner leurs œuvres en prenant la fuite. Aujourd'hui, au cœur de la plus grande colocation berlinoise d'artistes en exil, ils recommencent à zéro. Leur travail sera-t-il, quoi qu'il arrive, imprégné par la guerre? Bonjour et bienvenue au sein de la communauté culturelle ukrainienne. Voici notre espace. C'est un endroit magique. 18 artistes âgés de 20 à 32 ans vont vivre et travailler pendant un an dans cet appartement de 500 mètres carrés. Autrefois, c'était une maison close. Anastasia Pasechnik a 23 ans. Elle est la directrice artistique de cette communauté d'Ukrainiens en exil. Pour trouver cet appartement, elle a tout simplement fait appel à une agence immobilière. Oui, c'est un ancien bordel, mais c'est surtout un lieu de bohème. Les gens qui vivent ici y apportent leur énergie et leur créativité. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Certains artistes affirment que tout ce qu'on fait doit tourner autour de la guerre et du conflit. Je ne suis pas d'accord. Chacun peut s'exprimer comme il le sent. Anthony Reznik est peintre et illustrateur. Originaire de Kharkiv, il est l'un des rares hommes de la coloc. Après avoir été invité à la Biennale de Venise pour exposer son travail, Anthony a décidé de ne pas retourner vivre en Ukraine.
Je ne me sens pas coupable d'être parti et de ne pas participer au combat. Parce que premièrement, c'est pas mon truc. On n'est pas tous nés pour être des soldats et aller combattre sur le terrain. La deuxième raison, c'est que si j'ai pu partir aujourd'hui, c'est parce que j'ai partiellement perdu la vue. Le prix fort, je l'ai payé quand j'étais enfant. Et cette fois, ça a joué en ma faveur. Pour parler de la guerre dans notre art, il me semble qu'il faut le faire en piochant dans sa propre expérience. C'est un comic strip que j'ai créé à partir d'une histoire que m'a racontée ma grand-mère, qui se trouve actuellement dans le Donbass, dans la zone où les combats sont les plus intenses. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu une partie de son talon et de ses orteils. Si on veut faire de l'art actuellement, il faut chercher à attirer l'attention, à montrer de différentes manières que la guerre n'est pas terminée, que rien n'est fini. Les choses peuvent devenir encore pires si on baisse la garde et qu'on n'apporte pas suffisamment de soutien et d'aide. Souvent, même les œuvres de ces artistes réalisées avant l'invasion russe n'échappent pas aux références à la guerre. Victoria Temnova est photographe pour des magazines de mode comme Vogue. Aujourd'hui, ces clichés sont un témoignage. Les photos exposées ici ont toutes été prises à Kherson, ma ville natale. Ma mère y habite toujours. Et la ville est aujourd'hui tombée aux mains des Russes. À l'époque où j'ai pris ces photos, j'étais loin de penser qu'une guerre comme ça allait éclater dans mon pays. Je veux que les gens comprennent notre situation et qu'ils se rendent compte que l'Ukraine est actuellement en train de défendre la liberté du monde entier. Dans son travail, Sofia Skat rend hommage à la scène rave de Mariupol. Et depuis la destruction de la ville, ces photographies argentiques ont une résonance particulière. Ces photos représentent des gens qui font la fête et qui croient en une vie palpitante. La douleur et l'horreur de la guerre n'existent pas. Ils sont tout simplement heureux. Et ce souvenir, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Perdre son pays et voir sa maison détruite sont des sujets récurrents chez ces jeunes artistes. Somari Ptichka est graffeuse. Elle a récemment investi les rues du quartier de Kreuzberg en hommage à l'endroit où elle vivait avant la guerre. C'était une vraie thérapie pour moi. L'œuvre représente mon immeuble à Siverodonetsk, qui a été détruit par les flammes. J'ai abordé des nouvelles questions, notamment mon propre rôle dans tout ça. Aujourd'hui, je ne suis pas simplement une artiste. Je suis une artiste qui représente l'Ukraine, ce qui me donne beaucoup plus de responsabilités. Je me dois d'avoir une réflexion sur la manière dont je suis perçue et sur ce que je fais pour mon pays. Il y a la question linguistique, par exemple. Je préférerais vous raconter tout ça en ukrainien. Malheureusement, je le parle trop mal. Je me pose plein de questions douloureuses de ce genre. Certains artistes ont dû abandonner leur travail en Ukraine et repartir à zéro. Pour Anastasia Pasechnik, cette communauté représente un nouveau départ. C'est comme si on avait pris un bout de l'Europe, mais qu'en échange, l'Europe récupérait une part de nous. C'est un cocktail vraiment fascinant. Et c'est aussi le début d'une nouvelle ère.
On a grandi très vite. En 2014, au début de la guerre du Donbass, on était des enfants. On a une plus grosse armure que les autres générations. On a été les premiers à entendre les bombes exploser. Notre génération se distingue avant tout par sa tolérance et son ouverture d'esprit. C'est ce qui nous permet de comprendre plus objectivement la situation et de ne pas écouter uniquement ceux qui essaient de promouvoir leurs propres intérêts dans cette affaire. La différence avec les générations précédentes, c'est qu'on n'accepte pas ça. La volonté de s'exprimer, c'est le grand moteur de notre génération. Tout particulièrement dans le domaine artistique. En matière de liberté d'expression, les anciens entravent bien souvent les nouvelles générations. C'est le cas au Kazakhstan. Dans ce pays d'Asie centrale, où la moyenne d'âge est de 31 ans, les jeunes luttent contre l'omniprésence des traditions et des anciennes valeurs soviétiques. Ici, les jeunes sont discriminés. Et d'ailleurs, tout ce que disent les anciens a de plus en plus de poids dans la société. C'est vraiment très étrange. Ces 4 garçons dans le vent espèrent changer la donne. Le plus grand boys band du Kazakhstan est en train de bouleverser la culture tout en s'engageant pour davantage d'autodétermination. Le groupe 91 doit son nom à l'année 1991 lorsque le Kazakhstan a obtenu son indépendance. Il représente une jeunesse moderne et ouverte sur le monde. Pour 91, le style est tout aussi important que la valorisation de la culture kazakh et de sa ruralité. Un mélange détonnant qui les a propulsés au rang de héros auprès des adolescents. Les jeunes s'identifient à nos chansons. Ils partagent nos idées et voient la vie de la même manière que nous. S'inspirant de la K-pop coréenne, 91 sont les fondateurs de sa déclinaison kazakh, la Q-pop. La Q-pop, c'est l'alternative kazakh de la K-pop. Dans un pays encore très conservateur, le groupe et son attitude sont pour beaucoup une véritable provocation. Ces jeunes ne méritent pas qu'on les prenne pour des Kazakhs. Quand un homme ressemble à une femme, il sera maudit par Allah. Nous voulons incarner la liberté. Et pour nous, porter des boucles d'oreilles et se colorer les cheveux, ça en fait partie. On a perturbé la vision du monde de nombreux Kazakhs. Notre simple présence suffit à les rendre mal à l'aise. Et tout ça uniquement à cause de notre look. Il y a eu de nombreuses protestations contre nous. Et parfois même, les manifestants étaient payés. Караганды сорвался концерт отечественной группы 91. Құрылғалы басынан дауарылмаған 91 тобына шымкенттіктер концерт өткізуге қарсы шықты. Toute cette haine est révélatrice d'un énorme problème dans notre société. Avant nous, il n'y avait aucun dialogue entre les différentes générations. Les morceaux de 91 parlent d'individualisme et prônent la poursuite de sa propre voie, qu'importent les circonstances. « 91 dénonce également la pression sociale qui consiste à obéir aveuglément à ses aînés. Et d'après eux, la société kazakh aurait tout intérêt à s'en affranchir. À l'école et à l'université, les jeunes croulent souvent sous le poids d'un système qui est très hiérarchisé. Voilà pourquoi le taux de suicide est tellement élevé au Kazakhstan. Nous sommes 3e au classement mondial du taux de suicide chez les jeunes. Le Kazakhstan est le 9e plus grand pays au monde. Depuis son indépendance, le pays cherche à se positionner entre la Russie et la Chine, son plus grand partenaire commercial. Quant à la jeunesse kazakh, elle évolue entre les traditions et une culture pop mondialement connectée. Aman Geldi est fan du groupe 91. Il a récemment quitté la campagne pour venir étudier à Almaty, la plus grande ville du pays.
Grâce à sa nouvelle vie, le jeune homme découvre une nouvelle facette de son identité. Mais pour lui, le Kazakhstan a encore un long chemin à parcourir. En 1991, le Kazakhstan a obtenu son indépendance de l'Union soviétique. Mais j'ai l'impression que c'est un concept que nous n'avons pas encore complètement assimilé. C'est pourtant un statut qui nous permet de penser et de voter de manière indépendante. Nous n'avons pas encore compris cette signification parce que nous avons intériorisé la pensée coloniale. La domination soviétique a laissé des traces au Kazakhstan. Aujourd'hui, chez les jeunes, c'est un peu moins visible. Mais cette façon de penser est encore très répandue dans tout le pays. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de monde parle encore le russe. Si j'aime autant 91, c'est aussi parce qu'ils chantent en kazakh. Ils permettent à notre langue de devenir de plus en plus populaire auprès des jeunes. Je connais beaucoup de fans qui ne parlaient pas kazakh et qui ont commencé à l'apprendre grâce au groupe. Je les adore. La plupart des jeunes dans notre pays ne connaissent pas leur propre langue, le kazakh. Tout ça parce que beaucoup de chansons et de contenus dans les médias nous arrivent dans d'autres langues. Si nous avons créé ce groupe, c'est pour lutter contre ce phénomène et redonner une place à la langue kazakh. Opération réussie grâce à l'importante fanbase du boys band. Aujourd'hui au Kazakhstan, la jeune génération veut tourner la page de la mentalité soviétique. Ce revirement pourrait-il arriver aussi en Russie? Pour l'heure, cela semble improbable. Mais malgré la répression, les dissidents continuent de se battre pour faire évoluer leur pays. C'est le cas de la journaliste Alla Goutnikova. Je m'appelle Alla Goutnikova et j'ai 24 ans. J'ai passé toute l'année dernière en résidence surveillée à Moscou suite à des accusations politiques forgées de toutes pièces. Alla Goutnikova est chercheuse en sciences culturelles, mannequin et journaliste pour Doxa, un magazine étudiant russophone. Beaucoup de jeunes la considèrent comme une héroïne défendant bec et ongles ses convictions. Pour les autorités, elle fait surtout partie de la longue liste des ennemis de l'État. En 2021, elle a été condamnée avec 3 autres membres de la rédaction à une assignation à résidence pour incitation de mineurs à des protestations politiques. Tout cela à cause de cette vidéo. Le 23 janvier auront lieu dans différentes villes de Russie des manifestations contre l'arrestation d'Alexeï Navalny. Les universités menacent leurs étudiants d'exclusion et organisent ce jour-là des examens qui n'étaient pas prévus. Pendant ma détention, j'étais une prisonnière politique. J'ai joué le jeu. Alla Goutnikova réagit à sa condamnation avec humour. Elle fait des photos avec son bracelet électronique et documente son assignation à résidence, puis sa libération en créant des mèmes sur Internet. C'est dans un endroit tenu secret qu'Alla Goutnikova nous a donné rendez-vous quelques semaines après sa libération. Elle a tenu à parler de sa vision de la Russie sans Vladimir Poutine. On a envie de croire que la liberté d'expression et la liberté en matière d'enseignement finiront par dominer et que la violence sous toutes ses formes deviendra inacceptable à tous les niveaux. On espère voir une grande vague en faveur de la justice, en faveur de la diversité, pour que les femmes et les personnes queer soient davantage représentées dans l'enseignement. On aimerait aussi se dire que le président ne doit pas forcément être un slave blanc hétérosexuel, hyper conservateur, un homme de plus de 40 ou 50 ans. Ça pourrait être, par exemple, une personne jeune, progressiste, révolutionnaire.
La jeune génération doit pouvoir jouer un rôle majeur pour l'avenir, parce que ce sont nos valeurs et notre vision. Aujourd'hui, il faut participer le plus massivement et le plus largement possible à la résistance contre la guerre, sous les formes les plus variées, que ce soit par des grèves, des actes de sabotage ou un discret travail d'information. Nous allons devoir remettre debout une Russie physiquement, ou au moins symboliquement dévastée, et tenter de réparer les dégâts d'une manière ou d'une autre. Dans la vidéo pour laquelle j'ai été arrêtée, j'affirme que ceux qui sont au pouvoir ont déclaré la guerre à la jeunesse. Je continue à le croire. En Hongrie aussi, les jeunes se battent pour davantage de liberté. Ici, Viktor Orban, le grand ami de Vladimir Poutine, fait tout ce qui est en son pouvoir pour rendre les personnes queer aussi invisibles que possible. Salut tout le monde et bienvenue à Budapest. Je m'appelle Victor ou Victoria. Ça dépend des jours et de l'endroit où je me trouve. Je suis artiste drague à temps partiel et je fais aussi du voguing. Victor fait partie de la House of Bandita, le premier collectif hongrois de voguing. Traditionnellement, le voguing fait partie de la scène queer. Et par leur simple existence, les banditas dansent à la limite de la légalité. La Hongrie est en train de se transformer en État homophobe. Il n'est plus permis d'enseigner aux enfants la tolérance envers les personnes LGBTQ. Une nouvelle loi interdit d'ailleurs toute forme de promotion de l'homosexualité. Mais comme il n'existe pas de définition claire de ce qu'ils entendent par promotion, on se met en danger dès qu'on évoque des problématiques queer. Viktor Orban a promulgué sa loi anti-LGBT en 2021, marquant ainsi le coup d'envoi de sa campagne électorale homophobe. 8 ans après la législation de Vladimir Poutine interdisant la propagande homosexuelle, la riposte anti-queer est arrivée dans un pays de l'Union européenne. Jusqu'à présent, la scène voguing était très peu organisée en Hongrie. Mais suite à cette annonce liberticide, les activistes se sont rassemblés pour lancer un ball endiablé et créer officiellement la House of Bandita. We are the outlaws. We are the first Hungarian Kiki House. We are the Kiki House. Standing against the oppression and discrimination. Fighting to be seen and to be heard. Cette Kiki House signifie que les banditas font du voguing et qu'elles procurent un safe space, un espace sécurisé pour toutes les personnes queer. Bienvenue chez moi. Voici ma fille, Jasmine. Salut. Être queer peut parfois être très difficile, surtout lorsqu'on est trans. Souvent, les familles biologiques ne vous soutiennent pas. Et c'est ce qui est arrivé à Jasmine. Elle a même failli se retrouver à la rue. Et puis elle m'a demandé si elle pouvait venir habiter chez moi pendant quelques semaines. Et finalement, ces quelques semaines se sont transformées en quelques mois. Aujourd'hui, on a arrêté de compter. Disons qu'on a la même relation qu'une mère et sa fille. Ma vie est beaucoup plus stable depuis que je fais partie de cette communauté et que j'ai trouvé une nouvelle famille. Quoi qu'il arrive, tout le monde me soutiendra toujours ici. J'ai enfin l'impression d'appartenir à un groupe qui me soutient émotionnellement. C'est auprès d'eux que je puise ma force.
Je suis professeur de mathématiques et de chimie. Les lois homophobes actuellement en vigueur en Hongrie me touchent aussi parce que je suis sur TikTok et qu'en général, les élèves me trouvent assez rapidement. La plupart du temps, ils sont curieux et me posent plein de questions, du genre « Comment est-ce que tu as su que tu étais différent? À quel âge c'est arrivé? Comment tu l'as dit à tes parents ?» Mais avec cette nouvelle loi, je me demande sérieusement si j'ai encore le droit de répondre à ce genre de questions. Ce soir, les banditas sont en route pour un petit festival underground afin de faire découvrir aux néophytes ce qu'est le voguing. Alors, ça vous fait quoi de vous balader en ville sur Route 31? C'est cool. On se sent puissante et sexy. Pas vrai, les filles? Ouais, mais les gens n'arrêtent pas de nous regarder. Viens dans mes bras. Le fait d'être ensemble nous donne de la force. Quoi qu'il arrive, nous serons toujours là les uns pour les autres. Daniel Moritz est le fondateur de la scène voguing de Budapest et le père des banditas. Daniel, comment tu vois l'avenir pour ta génération? Même en Hongrie, on ressent l'influence de la Russie. Parce que notre gouvernement affiche très clairement sa sympathie pour les lois russes. Mais je pense qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. Je ressens déjà un changement de mentalité chez les plus jeunes. Je ne parle pas seulement de ma génération, mais des gamins de 10 ou 15 ans, qui sont déjà très ouverts et tolérants. Après, tout va dépendre de qui est au pouvoir. C'est toi qui seras au pouvoir. Oui, je vais décider de tout. Est-ce que j'appartiens à une nouvelle génération capable de changer les choses dans le monde, ou même dans ce pays? Soyons réalistes. Je n'en sais rien. Par le passé, c'est ce que j'ai pu ressentir. Mais quand je regarde l'état actuel de la planète, j'ai l'impression que tout est en train de s'écrouler. Alors oui, je pense que nous allons survivre. Mais est-ce que ça signifie que la Hongrie est à un tournant? Je n'en suis pas certaine. Les nouvelles générations sont-elles vraiment impuissantes dans ce monde où tout semble jouer d'avance? Au concert de Poshlalia Molieu, le public semble tiraillé entre deux sentiments. La peur et l'espoir que cette guerre s'arrête le plus vite possible. De quoi on a peur? De ce singe qui a accès au bouton nucléaire? Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il n'appuiera pas dessus, qu'il ne menacera pas toute la planète d'une guerre nucléaire. Mais tout le monde disait aussi qu'il n'attaquerait pas ouvertement l'Ukraine. J'ai appris récemment que la Russie avait décidé de ne pas reconnaître pour l'instant la souveraineté de la Lituanie. Pour moi, c'est le signe que quelque chose de terrible se prépare. J'ai peur de ne plus revoir ma famille. Pareil pour mon meilleur ami qui est resté en Ukraine. Pour l'instant, je ne vois pas comment je pourrais rentrer. J'ai peur de perdre des membres de ma famille et de ne plus pouvoir rentrer chez moi. Après Donetsk, après cette guerre à grande échelle, je ne crois plus en rien. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crois plus en rien. Je pense que le jour où la guerre s'arrêtera, ce sera une grande fête. Pour moi, ce sera un énorme soulagement. Et j'espère que les gens pourront pardonner à mon pays. Personne ne s'attendait à ça. Qu'est-ce que la guerre a changé pour nous? Elle nous a aidés à définir nos priorités dans l'existence.
à nous demander ce qui était important et ce qui ne l'était pas. On va à un concert, on profite de la vie et on se dit que chaque minute est précieuse parce que tout peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. On pense à tous ces gens qui se battent actuellement pour que la vie puisse continuer. Trax, ça continue sur arte.tv et les réseaux sociaux. Gospodo i gospođe, dobro večer. Danas novo nismo ništa dobro. Voilà, do widzenia.